Bonjour à tous, nous allons pouvoir démarrer cette seconde journée de l'EPU. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons assister durant ce workshop à 3 présentations dans l'heure qui vient. Nous allons commencer avec Stéphane Gallego qui va nous présenter Cross, Bicross, Tricross, les solutions croisées en pleine lumière. À toi. Effectivement, il y a de la lumière. Alors, Tricross, c'est pas moi qui ai fait le titre, hein, parce que c'est pas Tricross, c'est Stéréocross, ou Stéréobicross, parce que ça explique un peu les mécaniques. Merci Yves. Donc, je vais vous parler en 20 minutes, donc c'est un peu court sur tout ça, un petit peu faire des définitions, quelles sont les indications. Donc il y a quelques diapos qui sont de Morgan Potier et de Fabien Seldran qui ont aussi contribué. Les liens d'intérêt, bon, j'en ai mis que deux. Il y a Audition Conseil, je suis sous enseigne, et Audio Consulting, je suis président. Donc en fait, au niveau de la prise en charge de la cophose ou de la subcophose unilatérale, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent exister. Ça va de l'aide auditive conventionnelle à unilatérale, bilatérale et stéréocross ou bicross, et puis tous les systèmes ancrage osseux. Et il y a même des implants cochléaires dans le cas de cophose unilatérale avec acouphène invalidant. Donc déjà, la subcophose unilatérale, il y a une trentaine d'années, quand on avait une surdité très asymétrique, on ne l'appareillait pas, on ne stimulait pas cette subcophose. Et c'était devenu un dogme en disant il faut surtout pas, c'est compliqué, le cerveau il n'est pas capable d'intégrer les deux messages gauche-droite avec un truc où il y a beaucoup de distorsion. On s'est aperçu petit à petit que c'était plutôt lié à des problèmes de qualité de l'aide auditive. Hein. Donc il y a 30 ans, c'était pas les mêmes que maintenant. Donc maintenant, on a plutôt tendance à essayer d'appareiller les subcophoses, enfin de les stimuler. Donc, quid de l'appareillage dans le cas de subcophose unilatérale ou de cophose? Est-ce qu'il faut plutôt mettre un appareil, deux appareils, un appareil avec le cross, deux appareils avec le cross, ou ne pas stimuler? Donc déjà, la définition de cophose ou de subcophose, elle est importante parce qu'il y a quand même un petit flou. D'un point de vue strict, la cophose, c'est quand on n'entend rien d'un point de vue auditif au niveau des sons purs et qu'on est à 120 partout. Et par abus de langage, on utilise le terme cophose lorsqu'on n'a pas de compréhension de la parole. Voilà. Et quand il y a des restes, de mon point de vue, vous verrez, à mon avis, avant de vouloir condamner l'oreille parce qu'elle est très sourde, il faut à tout prix essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc stimuler une subcophose, ça peut conduire à améliorer plein de choses, et pas que de l'audition, de la compréhension dans le bruit. Ça peut donner des indices de latéralité. Ça peut donner aussi, ça peut aider pour l'acouphène ou pour l'équilibre, on y reviendra. Par contre, quand il y a une vraie cophose, ça n'a aucun intérêt de stimuler une vraie cophose. Donc, on en reparlera. Donc, quelles sont les conséquences d'une surdité très asymétrique, subcophose ou cophose? Il y a un handicap au niveau de la localisation, l'effet de l'ombre, la compréhension dans le bruit, l'orientation, hein. Donc ça peut conduire à des des mouvements très répétés et inappropriés des cervicales, du tronc, parce qu'il n'entend pas, donc il bouge sa tête. Et donc ce qui est extra-auditif, c'est du stress, c'est de l'énergie. Au niveau du travail, ça peut avoir des conséquences néfastes. Un isolement aussi social, ça peut provoquer des maux de tête, des acouphènes, des vertiges. Donc, quand on va analyser un profil de patient qui a une surdité très asymétrique, il faut toujours essayer de voir dans sa globalité le patient et pas que au niveau de la compréhension de la parole, dans le silence ou dans le bruit. Clairement, moi, je vois souvent des patients qui sont sourds depuis très longtemps sur une oreille, et quand on leur demande de tourner la tête à gauche et à droite, il y a 20 degrés d'écart entre le côté gauche et le côté droit. Donc, on comprend qu'il peut y avoir des effets secondaires indésirables.
Il faut aussi se rendre compte qu'il y a une spécificité de prise en charge. Le patient, ils sont tous un petit peu uniques et ils ont mis en place des stratégies de compensation. Donc, il est nécessaire d'évaluer chaque patient de manière unique et pour arriver à définir et trouver la meilleure des solutions par rapport à ces problèmes. Donc, tous les cas de figure qu'il peut y avoir, quand on a un profil de patient, indépendamment de ses problèmes physiques et psychiques, hein, mais il faut bien essayer de caractériser ce qui se passe sur l'oreille subcophosée ou cophosée. Est-ce qu'elle est cophotique, subcophotique avec ou sans intelligibilité? Et l'oreille aussi unique, qui est très importante, savoir si elle est totalement saine, si elle a une petite perte, si elle a une surdité moyenne ou plus. Et parallèlement à ça, est-ce qu'ils ont des acouphènes ou des troubles de l'équilibre? Pourquoi? Parce que l'appareillage, en fonction du choix qu'on va faire, eh ben, il peut influencer l'acouphène et l'équilibre. Alors, il y a un facteur aggravant souvent qu'on n'appréhende pas si bien que ça, c'est que la plus petite perte en fait sur l'oreille unique peut avoir des conséquences importantes. 20 dB enfin 30 dB de perte sur le 4 kg, même s'il entend bien sur les autres fréquences. Avec le masque de la tête sur les fréquences aiguës, ça peut induire une atténuation de 50 dB quand le son vient de l'autre côté. Donc, quand on regarde l'oreille unique, une petite perte sur les aigus peut avoir une conséquence et donc ça doit être pris en compte. Au niveau des choix, quels sont les choix? Est-ce qu'il faut appareiller ou pas? Donc ça veut dire stimuler ou pas la subcophose en stimulation bilatérale. Est-ce que ça peut avoir un intérêt au niveau de la spatialisation, de la localisation? Est-ce que ça peut améliorer l'intelligibilité? Est-ce que ça l'améliore dans le bruit? Quand on va mettre un cross ou bicross, on va condamner l'oreille subcophotique. Donc, c'est une stimulation unilatérale avec une compréhension dans le silence et dans le bruit qui peut être améliorée, mais aussi dégradée. Et au niveau spatialisation et localisation, il y en a plus puisqu'on entend tout d'un côté. On verra que c'est pas si simple, mais et récemment, depuis 2018, là, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle les stéréo bicross. Alors, par abus de langage, on dit tricross, mais ça veut absolument rien dire. Donc, moi, je préfère dire stéréo cross ou stéréo bicross. Mettre un cross ou un bicross unique, ça condamne définitivement l'oreille et il faut toujours évaluer, en fait, la possibilité d'appareiller un côté, le côté subcophosé. Donc, par définition, un cross, c'est quoi? Je pense que vous le savez tous, hein, c'est en gros, et quelle est l'indication? Un cross, ça ne fait que transmettre le son qui est capté du côté de l'oreille unique et qui l'envoie sur l'oreille qui entend bien. Et je dis bien qui entend bien parce que si elle est sourde, cette oreille, le cross ne corrigera pas et ne captera pas du côté de l'oreille unique. Et donc, on va se limiter dans les capacités d'augmentation de l'intelligibilité avec l'appareil. Un bicross, c'est plutôt sur des indications où on a une cophose d'un côté et de l'autre côté une perte. Et donc là, on va avoir les deux micros qui vont être allumés, gauche-droite. Et on va avoir aussi une compensation de la perte auditive sur le côté dans ce cas de figure gauche. Donc, par rapport au cross où normalement le micro côté gauche, il n'est pas allumé, il n'y a que le micro côté droit. Alors le stéréocross ou cross stéréoacousique, en fait, c'est dans le cas de subcophose unilatérale avec une oreille unique en bon état. Où l'idée, en fait, c'est de rajouter au cross une correction de l'oreille qui est très sourde. Et cette correction va permettre de donner des indices et de stimuler l'oreille droite en complément, en fait, de l'oreille gauche sur ce cas de figure. Donc on verra en fait qu'on ne peut pas a priori savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs stricts qui vont dire là on peut le mettre, là on peut pas le mettre. L'intérêt du stéréocross comme du stérobicross après, c'est que ce sont des appareils qui peuvent avoir plusieurs programmes où on peut le mettre en stéréocross, mais aussi on peut le mettre en stéréo, ou alors on peut le mettre aussi en cross. Et donc la personne, on peut lui proposer toutes ces possibilités.
Et on va voir aussi que ces possibilités peuvent évoluer en fonction de l'environnement d'écoute, mais peuvent aussi évoluer en fonction du temps, parce que le patient peut améliorer ses capacités au cours du temps. Donc le stéréo bicross, c'est pareil, c'est un bicross avec une correction de l'oreille subcophosée, c'est-à-dire que là on n'est pas sur une cophose à droite, on a quelques restes. Donc on met un bicross, plus on met une correction en fait du côté droit dans ce cas de figure. Donc en gros, il y a deux cas de figure. Quand l'oreille unique, elle est normale, on définira le normal après, on va mettre un cross. Quand l'oreille unique est un petit peu abîmée, on va mettre un bicross. Quand l'oreille subcophosée, enfin quand l'oreille la plus sourde, en fait, elle est cophosée, on va mettre un cross ou un bicross, et quand il y a des restes auditifs, il faut essayer le stéréo cross ou le stéréo bicross. Donc c'est un peu schématique, mais c'est important. Donc c'est une autre forme de représentation en fonction des indications, mais on voit bien que entre le cross et le bicross, il y a un micro ouvert et le bicross, deux micros ouverts. Et entre le stéréo cross et le cross, ben on va amplifier ou on va pas amplifier, on va mettre un haut-parleur ou pas de haut-parleur. Donc, quel est l'impact en fait d'une oreille qui n'entend pas, très abîmée? C'est qu'on va avoir un phénomène de masquage quand il va y avoir de la parole. Donc là, on a les deux cas extrêmes. Quelqu'un qui n'est pas appareillé, quand il a de la parole qui vient du mauvais côté, il a une compréhension dans le bruit qui est dégradée. Quand il y a de la parole qui vient du meilleur côté, du côté qui entend le mieux, il y a une bonne compréhension de la parole. Le souci, c'est que quand on va mettre un cross, on va rééquilibrer un peu les deux. Mais ce qui va se passer, c'est que dans la situation à deux gauche qu'on appelle le dichotique, on va améliorer la performance du patient parce que le micro va capter à droite et puis va l'envoyer de l'information à gauche, donc il va entendre un peu mieux la parole. Néanmoins, dans l'autre cas de figure, à droite, l'autre condition, là, on va dégrader la parole avec un système cross. Donc quand on met un cross, et qu'on reste plus que sur une oreille unique, il faut bien se rendre compte que dans certaines situations, il entend mieux avec le cross et dans d'autres situations, donc là c'est des cas extrêmes, il entend moins bien en fait avec le cross que oreille nue. Et c'est ce qui pose un problème. Donc il y a une amélioration en dichotique, une dégradation en dichotique inversée. Donc c'est pas la panacée, mais ça peut rendre service quand même. Alors comment on évalue en fait une subcophose si elle est exploitable? Déjà, si on fait l'audiométrie telle qu'elle a été définie en fait sur le Portman qui a été écrit quand même dans les années 70, on s'arrête à 90 dB au niveau de l'audiométrie vocale. Déjà, si on a une subcophose et des pertes qui sont élevées, 70-80 dB, clairement à 90 dB, il sera zéro. Donc déjà, on a la capacité de faire des audiométries vocales avec du masquage de l'autre côté, bien sûr, hein, on est d'accord, mais jusqu'à 110 dB. Donc pourquoi pas aller voir ce qui se passe de 90 à 110 dB. La deuxième chose, c'est que souvent, on se limite à mesurer le seuil de détection avec le seuil de détection avec des sons purs, et on oublie un petit peu les seuils d'inconfort. C'est très important d'avoir une idée de la dynamique auditive du patient, parce que ça va nous donner un indice de ce qui peut être exploitable. Un ORL ne va faire que l'audiométrie tonale et l'audiométrie vocale dans le silence, dans ce cas de figure, et ce qu'on appelle en aigu sur un instant. Et on va s'apercevoir que quand on va corriger ce type de perte, quand il y a des petits restes sur l'oreille très abîmés, les seuils de détection, les seuils d'inconfort et même les audiométries vocales évoluent de manière longitudinale. C'est-à-dire quand on va restimuler ces oreilles-là, il est très courant de voir des améliorations des performances oreilles nues, au casque de ces patients-là. On avait fait une étude il y a longtemps où on avait regardé l'évolution des seuils avec deux groupes de patients. À gauche, des patients qui avaient des surdités symétriques
et à droite, des gens qui avaient des surdités très asymétriques. Et on a regardé l'évolution de l'oreille qui était la plus sourde lorsqu'on avait avec une stimulation de cette oreille. Et on s'est aperçu qu'en moyenne, on a gagné à peu près 8 décibels sur la droite au bout d'un mois au niveau des seuils de l'oreille qui a été stimulée. Et ces 8 décibels, c'est qu'une moyenne, et on peut avoir des fois jusqu'à 20 décibels d'amélioré sur l'oreille qui a été stimulée. Et on a la même chose au niveau de l'audiométrie vocale. Ça a été démontré dans la thèse de Morgan Potier. Donc, c'est pas parce que durant l'anamnèse, on voit un patient qui a 85 dB de perte sur une oreille et puis pas de vocale, qu'au bout d'un mois de stimulation, il sera peut-être pas à 85, sera peut-être à 70, et il aura peut-être une audiométrie vocale dans le silence avec de l'intelligibilité. Donc ça, il faut bien en avoir la notion. Donc on ne peut pas prédéfinir ce qui va se passer. C'est pour ça qu'à mon sens, s'il y a des restes, il faut essayer de stimuler l'oreille qui a des restes, quitte à, dans un deuxième temps, au niveau des essais, passer à un cross simple. Mais on peut pas s'affranchir parce que c'est de notre responsabilité de donner la meilleure chance aux patients. Parce que condamner une oreille, on perd la localisation, on perd un peu d'équilibre et on perd la capacité de latéraliser et de comprendre un peu mieux. Donc en fonction de la perte en fait d'une oreille, sur l'oreille la plus sourde, on sait qu'il y a un continuum entre une aide auditive conventionnelle et le cross, et est apparu depuis quelques années maintenant ce qu'on appelle le stéréocross ou le stéréobicross, et il faut le prendre en compte. Donc ça c'est important. Je fais un atelier cet après-midi, on ira plus dans le détail sur comment on fait. Deuxième point, on a vu arriver les cophoses unilatérales, donc les vraies cophoses, et avec des indications de cross à osseux qui marchent très bien, d'ailleurs qui marchent depuis très longtemps et ça marchait moins bien d'ailleurs les crosses aériens que les crosses osseux. Le souci, un cross osseux, c'est de la stimulation osseuse. Là, je vous ai mis la dynamique d'une BH à 6 max, qui a quand même de la patate. Entre le seuil de perception d'un normand-entendant et le seuil de max que peut envoyer en fait la BHA6, on a à 500 Hz 60 décibels de dynamique et à 2000 75. Si on enlève 30 décibels, que la personne elle a 30 décibels de perte d'oreille interne, donc de surdité de perception, on se retrouve avec des dynamiques extrêmement pincées et ça montre en fait que la stimulation à conduction osseuse n'est pas une indication lorsqu'on veut corriger une surdité de perception. Donc si on fait un cross osseux, déjà on va perdre 5 décibels de transfert transcrânien, et en plus de ça, si l'oreille unique elle a une surdité de perception, on va dégrader très fortement les possibilités du patient. Donc l'ancrage osseux, ça ne peut être qu'un cross, c'est jamais un bicross. L'ancrage osseux ne corrige pas une surdité de perception. C'est un dogme de croire, même s'il y a les fabricants qui vous donnent des indications. Et quand on a une perte sur les aigus et que le patient est âgé, qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ou 10 ans à venir si on a mis un BHA et que sa surdité de l'oreille qui entend mieux va se dégrader. Donc, ce n'est pas non plus une indication. Au niveau des réglages, en 2018, on a fait une étude sur 300 cas en conduction osseuse, en conduction aérienne. Et on avait vu en fait que c'était difficile de corriger des conductions aériennes. Bon, je vais passer. Ouais, et on a mis en place aussi une nouvelle méthode de réglage des crosses à conduction aérienne, parce que ce que propose le fabricant n'est pas adapté de par en fait le fait qu'il y ait trop d'amplification dans les graves. Donc en gros, toutes les configurations possibles, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Cross, cross osseux, bicross, appareillage oreille unique, appareillage subcophose, stéréo, stéréocross, stéréobicross. Il faut harmoniser aussi le dialogue avec les ORL,
parce que le problème, c'est que les ORL sont un peu perdus, que ce soit au niveau des prescriptions, ils savent pas trop quoi faire, et quelquefois ils nous limitent en disant mettant un cross alors qu'on peut améliorer, et ils sont pas capables de mesurer une subcophose et l'évolution de la subcophose. Il faut toujours prendre en compte les capacités les problèmes d'acouphènes et d'équilibre du patient. S'il a des acouphènes sur l'oreille subcophosée, il faut essayer de l'apparier. Dernier point, et ça c'est important, il y a un problème de prise en charge du cross. Mais c'est pas parce qu'il y a un problème de prise en charge du cross qu'on doit mettre un cross osseux si ce n'est pas une bonne indication. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème de remboursement du cross pour suppléer à ça, on va mettre un stéréo bicross ou stéréocross alors que l'oreille sourde, elle est cophosée. On doit garder en fait les indications, puis on doit se battre pour faire en sorte que le cross soit mieux remboursé. Je vous remercie de votre attention. Tu as terminé à la seconde près. Tu m'as mis la pression, là. Excuse-moi, je débute dans la modération. Non, mais c'est ton rôle. C'était ultra intéressant. C'est vrai qu'on est un petit peu confronté à cette question toujours de savoir mais qu'est-ce qu'on fait de cette oreille qui est très dégradée. Est-ce que finalement il faut l'appareiller? Est-ce qu'on risque pas de dégrader quelque part l'ensemble de la réalité de vie du patient? C'est quelques questions qu'on a pu avoir, donc plusieurs questions sur la prise en charge et effectivement, y aura-t-il un futur remboursement? On va mettre ça de côté, je ne sais pas si tu as les réponses. Je n'ai pas la casquette syndicale aujourd'hui. C'est ça, c'est pour ça que je me permets de mettre de côté, mais une question qui peut nous intéresser. À quel moment doit-on privilégier un cross osseux par rapport à un cross aérien? Là, je crois que j'y ai répondu. En fait, c'est quand l'oreille unique est parfaite et que le patient il n'est pas trop vieux et que il accepte en fait quand même esthétiquement le cross osseux, c'est à mon avis la meilleure des solutions. Mais ça fait beaucoup de restrictions. Je reprends quand même. On doit faire l'essai de la stimulation de la subcophose. Pour moi, c'est pas criminel, faut pas exagérer, mais ça pourrait nous être reproché de pas l'avoir fait. Voilà. Quitte à si ça marche pas, repasser en système cross conventionnel et que les essais durent 2 mois, on s'en fout. Mais au moins le patient, et moi j'ai récupéré énormément de gens où le diagnostic c'était la cophose. Et en réalité, c'est pas la cophose. Et les patients sont très contents. Donc ça veut dire en gros, on n'aurait pas fait notre travail si on l'avait pas fait. Et tu retrouves réellement des capacités, pas de localisation peut-être, mais simplement de latéralisation, des signaux d'alerte, latéralité, ouais. Équilibre, latéralité. Et bizarrement, sur certaines subcophoses, on peut stéréo-équilibrer les subcophoses. Mais il y a aussi, il faut croire au produit, c'est-à-dire que le cerveau, il avait coupé la lumière, il la rallume parce qu'on stimule, parce quelqu'un qui a 80 dB de perte, en fait, il en a éteint la lumière tout simplement. Et donc, il y a des évolutions possibles en fait. Et puis c'est pas mécanique, hein, la stimulation de la subcophose, c'est une aide à l'oreille qui entend bien. C'est ça. Si on les teste séparément, ça va être mauvais, la subcophose. Mais si on les teste avec ou sans la subcophose stimulée, pratiquement tout le temps, il y a une amélioration. Et en qualité de vie et en questionnaire aussi. Hein. Excuse-moi, je parle trop. Non, pas assez. Moi, ce que je tire, c'est que quelque part, on va quand même tenir compte de la globalité du patient, et c'est un petit peu le sujet de cette EPU, et pas se concentrer uniquement sur une atteinte périphérique, qu'il faut tout tenter pour le patient. Et la question des multiprogrammes qui permet quand même de tester les différentes situations et de pouvoir détecter par le patient lui-même peut-être les situations. Quand autrefois on était peut-être coincé dans une situation fixe spécifique qui n'était évidemment pas idéale dans tous les cas. Et garder de l'humilité face aux résultats, si je comprends bien, parce qu'effectivement, l'apport peut être limité, mais quand même significatif pour le patient. Merci beaucoup, Stéphane, c'était passionnant. Merci. Monsieur Fabien Seldran, donc maintenant, va venir nous parler de conduction osseuse. Hein, donc on avait déjà une petite transition. Et état des lieux et perspectives de la conduction osseuse aujourd'hui et de sa prise en charge. Merci. Bonjour, donc merci au CNA de m'avoir invité à faire cette communication.
Donc pareil, je vais présenter des diapos, avec, pas mal de choses extraites des travaux de Stéphane Gallego. Il a commencé à parler de quelques points là-dessus. Donc moi, je vais me focaliser plutôt sur, ce qui est conduction osseuse, et plus particulièrement sur la transmission. Je vais moins parler du cross, Stéphane en a déjà parlé. Donc la conduction osseuse, qu'est-ce qu'on va rencontrer aujourd'hui? Donc déjà pour commencer, pour mes liens d'intérêt, moi je suis audioprothésiste chez Audition Conseil. Et j'ai travaillé chez Medel pendant 18 ans jusqu'à cet été, donc j'avais aussi la casquette fabricant, mais l'idée c'est aussi de pouvoir objectiver ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Enfin, en tout cas, d'avoir un regard plus critique. Donc aujourd'hui, les indications idéales pour la voie osseuse, ce sera soit les surdité de transmission pure, si on veut vraiment être propre, et donc idéalement avec des seuils en conduction osseuse dans la normale ou inférieure à 25 décibels, ou alors le cas de la cophose unilatérale, dans le cas comme une alternative au cross aérien. Et donc là, l'intérêt du cross osseux, c'est que l'oreille unique ne sera pas bouchée par un embout. Et donc, comme disait Stéphane, il faut vraiment que dans le cas du cross osseux, l'oreille unique soit parfaite. Donc, des seuils meilleurs que 20 décibels, idéalement à 0 décibels, 0,5 décibels. L'autre indication, donc pas indication idéale pour le coup, l'autre indication pour la voie osseuse, ça va être surdité mixte, entre guillemets, dans certaines limites. On développera ça par la suite. Il y a certains systèmes qui peuvent être adaptés jusqu'à des seuils de conduction osseuse inférieurs à 50-55 décibels. Encore une fois, ça, c'est les recommandations fabricants. Il faut être vigilant par rapport à ces recommandations et prendre du recul. Là, sur la gauche de l'écran, vous avez les recommandations de Medel, du Bone Bridge. Donc sur le dessin, on voit que c'est jusqu'à 45 décibels, mais d'expérience, on sait qu'au-delà de 35 décibels, c'est un peu limité. Donc il faut avoir conscience de ça. Et sur la droite, je vous ai indiqué les essais en conduction osseuse pour la BHA de Cochlear. Donc, pour récapituler, on va avoir deux indications, soit la stimulation directe dans le cas des surdités de transmission, où là, on va court-circuiter l'appareil externe, l'oreille externe et l'oreille moyenne. On va stimuler directement l'oreille interne, soit par stimulation cross dans le cas des cophoses unilatérales. Donc, dans les différents systèmes auditifs à conduction osseuse, on va rencontrer différentes technologies. Donc, sur la droite de l'écran, vous allez avoir tout ce qui correspond au système avec des vibrations qui sont appliquées à travers la peau. Donc, vous aurez soit, par exemple, les lunettes CO ou les bandeaux CO, où là, ce sera maintenu par l'extérieur, il y aura nécessité d'une pression. Soit des systèmes comme le BHA Tract ou le Sophono, où on va avoir un aimant interne donc qui est implanté et un aimant externe sur lequel on va avoir un vibrateur. Donc ça, ce sera ce qu'on appelle système CO transcutané passif. Donc passif puisque le vibrateur, la source de vibration, elle est externe. Ensuite, vous avez les systèmes où on a la vibration qui est directement appliquée à l'os. Donc il y a le système d'ancrage osseux qu'on appelle percutané. J'aime pas le terme de plaie permanente, mais c'est simplement pour illustrer le phénomène qui a la vis, la fixture qui va passer à travers la peau et sur lequel on va clipser un vibrateur. Donc là, ce sera la BHA, ce sera l'aide auditive à ancrage osseux. Et ensuite, on va avoir les systèmes transcutanés, qu'on appelle un poids intact. Et donc ça va être l'implant à conduction osseuse. Ça va être quelque chose d'actif puisque le moteur, la source de vibration, ça va être directement sur l'os. Donc pour revenir un peu plus en détail sur les différents concepts de fonctionnement qu'on est susceptible de rencontrer, donc on va voir soit les systèmes avec la conduction à travers la peau, soit stimulation directe sur l'os. Et donc sur les différents graphes, vous allez voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau, au niveau de l'os. Donc on va rencontrer déjà le système ADIR qui va être un système passif et non implantable. Et donc ça, c'est un système d'adhésif. Et donc là, il n'y a pas de pression qui est appliquée à travers la peau. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre un adhésif sur la mastoïde sur lequel on va clipser un vibrateur. Mais le vibrateur ne va pas exercer de pression, ce sera que de la force dynamique, il n'y aura pas de force statique, il n'y aura pas besoin d'avoir un appui comme il y a besoin d'avoir dans le cas du bandeau ou des lunettes. Donc à cause de ça, on aura moins de patates
mais ce sera suffisant vraiment pour des transmissions pures, donc bien respecter les indications par rapport à ça. Ensuite, donc, on va avoir les systèmes passifs et non implantables, et qui exercent une pression cette fois. Donc ce sera le cas soit des lunettes auditives, enfin qu'on n'a plus aujourd'hui ou beaucoup moins, soit des bandeaux, soit des BHA Soundark. Donc là, on va avoir un vibrateur qui va être plaqué sur la tête, sur l'os, mais qui va exercer une pression comme le B71 qu'on utilise en audiométrie, puisque dans la conduction osseuse, je rappelle, il y a à la fois un système de force statique qui va nécessiter un appui pour bien transmettre le son, et une composante de force dynamique qui va mettre en mouvement la tête pour faire entendre la stimulation osseuse. Ensuite, donc toujours dans les systèmes de conduction à travers la peau, on va avoir les systèmes passifs et transcutanés avec pression. Donc dans ce cas-là, on va avoir un aimant interne qui va être placé par le chirurgien sur l'os, qui est représenté en bleu sur la figure. Et à l'extérieur, on va avoir un aimant externe sur lequel va être adapté un vibrateur. Donc on voit en bas sur la figure, c'est l'illustration par le BHA Attract. Mais donc ça, pour bien transmettre le son, ça va nécessiter d'avoir une pression suffisamment importante sur la peau. Mais du coup, ça peut être gênant entre guillemets pour le patient, dans le sens où il va y avoir une pression de part et d'autre de la peau. Il faut que la pression soit quand même suffisante pour bien transmettre la vibration à l'os, à la partie interne. Ensuite, on va avoir les systèmes qu'on appelle à conduction directe, on va dire. Donc, il y a les systèmes directs et percutanés. Ça, ce sera le cas de la BHA, où on a une vis ostéo intégrée. Et donc, l'os va se reformer autour de la vis. Et donc, là-dessus, on va clipper un vibrateur qui va transmettre la vibration. Donc, ça, ce sera les systèmes percutanés. Et ensuite, on va avoir les systèmes actifs et transcutanés. Donc, c'est ce qu'on va rencontrer aujourd'hui. Donc, au départ, il y a Medel qui a sorti ça avec le Bone Bridge. Et ensuite, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on rencontre l'Ossia 2 de chez Cochlear. Et en ce moment, il y a Oticon qui a sorti le Senso qui n'est pas encore remboursé. mais vous êtes susceptible d'en entendre parler dans les mois ou années à venir, j'imagine. Et donc là, c'est une stimulation active et transcutanée. Active, puisque le moteur, ce qui va générer la vibration, ça va être directement dans l'os, et transcutanée, puisque c'est à travers la peau. Et donc là, le processeur externe va transmettre l'énergie et l'information, mais la source de vibration va être interne. Donc, au niveau des remboursements, la dernière actualisation, on va dire, ça s'est fait en 2024. Donc là, vous avez une idée des différents niveaux de remboursement. Donc, tout ce qui va être BHA, Ponto, ce sera de l'ordre de 3 000 € à peu près pour le processeur. Pour le Bone Bridge, ce sera 4 700 pour la partie externe et le processeur externe pour la partie interne. Et dans les 3 000 € à peu près pour la partie externe. Donc ça, c'est renouvelable tous les 2 ans. Il y a l'Ossia de chez Cochlear. La partie interne va être remboursée à hauteur de 8 000 € et partie externe à hauteur de 3 800 € à peu près. À savoir que l'Ossia, sur les indications HAS, ce sera à mettre en deuxième intention en cas d'échec de système transcutané comme le Bone Bridge ou de pilier. Et ensuite, vous avez le ADIR de Medel, donc le système adhésif qui est tout en haut sur la figure, où là, ce sera 2500 € à peu près de remboursé, plus les adhésifs où on va avoir un forfait annuel. Au niveau des lunettes CO, il y a eu plus ou moins un arrêt du remboursement depuis le 100% santé et les nouvelles nomenclatures. L'ADIR, il faut être vigilant aussi parce qu'il n'est pas remboursé sur les cophoses unilatérales, il est remboursé que sur les transmissions. Et le Sensio de Oticon qui est en bas à droite sur la figure, on n'a pas trop d'infos, on suppose qu'il est en cours de demande pour une inscription LPP. Au niveau des nouveautés, entre guillemets, ça va être surtout sur les implants actifs qu'on va les rencontrer. Donc les implants actifs, donc le premier, ça a été sorti par Medel en 2012. Et ensuite, on a Cochlear qui a sorti l'Ossia et ensuite l'Ossia 2. Donc c'est l'Ossia 2 là, qui est commercialisé.
Donc l'OSIA, le principe, c'est une stimulation transcutanée active, et donc lui, ça va être une technologie piézoélectrique. Enfin, je n'ai pas parlé, pardon, mais le Bone Bridge, ce sera un transducteur électromagnétique, ce sera une masse flottante, ce sera un aimant, en gros, qui va se mettre en vibration dès l'instant qu'on va mettre une différence de potentiel à ces bornes. Donc ça, ce sera une stimulation électromagnétique. Alors que l'OSIA, ce sera du piézoélectrique. Donc, en fait, le matériau va se déformer avec une différence de potentiel assez borne. Donc, il y aura peut-être un petit peu plus de patates quand même sur l'OSIA, sur le principe. Et ensuite, au niveau du Sensio de Oticon, il n'y a pas trop d'infos pour le moment. Ce qu'on trouve dans la littérature, c'est que ce qu'ils ont voulu faire avec ce système, ou en tout cas avec les prototypes, l'idée, c'était de dire, on veut faire un double pic de résonance. En général, quand on va avoir un système osseux, on va avoir un pic de résonance, un maximum, souvent dans les graves, dans les 800-900 Hz à peu près. Ça va être le maximum de réponse, et ça va être conditionné par le poids du vibrateur. Et en fait, avec ce système, ils ont réussi à générer un deuxième pic de résonance dans l'idée d'augmenter la bande passante et de redonner un petit peu de patate dans les aigus. Donc, aujourd'hui, forcément, il n'y a pas trop de recul, mais sur le principe, ça pourrait être un système qui pourrait être prometteur, j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, je suppose qu'il est en attente de remboursement. Du coup, maintenant, pour revenir sur les indications de la voie osseuse, je vais reprendre un peu ce que Stéphane a commencé à présenter tout à l'heure, là où il faut être vigilant. C'est que ce qu'on disait, il y a certains systèmes qui peuvent être adaptés jusqu'à des seuils CO meilleurs que 50-55 décibels. Par contre, il faut être vigilant avec les recommandations fabricants. Savoir que les implants actifs à conduction osseuse, ils seront plus limités que les implants passifs à ancrage osseux. Et pour la stimulation osseuse, la plage d'application, elle va être conditionnée par le MPO du transducteur. Donc pour ça, c'est important de connaître les différents systèmes et respecter leurs limites d'indication. Quand on regarde, donc là, il n'y a pas tous les systèmes, parce qu'à l'époque de cette publication, il n'y avait pas encore le Sensio et l'OSIA 2 qui étaient sortis. Et donc c'était l'OSIA 1, mais il n'y avait pas encore toutes les infos, toutes les datas. Donc ce qu'on voit, c'est que les systèmes, ils vont avoir différentes plages d'indication. Donc on voit par exemple que l'ADIR, il faut que les seuils CO soient meilleurs que 25, le Bone Bridge meilleur que 45, la BHA Connect jusqu'à 65. Et en fait, ce qui conditionne ça, c'est vraiment le MPO. Et donc, quand on regarde le MPO, si on prend le Bone Bridge et le BHA Connect sur cet exemple, on voit que les deux, ils vont avoir le même MPO. Donc, on va supposer que c'est les mêmes indications. Si on regarde la première colonne, on voit que l'indication, c'est jusqu'à 45 décibels de perte. Seulement, quand on est dans un système actif, quand on est au maximum du transducteur, on ne peut pas aller plus fort. Si vraiment il se trouve que la surdité elle évolue ou que le patient il a besoin de plus, si on est dans le cas par exemple d'une BHA Connect, en passant ici sur cet exemple d'un BHA5 à un BHA5 Power, on peut passer de 117 à 123 décibels de puissance maximale et gagner un petit peu à la fois sur ce qu'on peut donner aux patients et dans la plage d'indication. Donc c'est pour ça que les plages d'indication, elles vont être conditionnées par les MPO. Et là, sur cet exemple, donc on va gagner 6 décibels sur la dynamique, et c'est ça qui est important. Donc, dans les transducteurs osseux, dans leur façon comment il faut raisonner avec ça, c'est toujours exprimé en niveau de force. Et donc, ici, on va avoir la réponse du transducteur osseux du B71 de l'audiométrie. Et donc, on a reporté ici en dB Newton. En noir, c'est le seuil d'un 0 décibel d'un normand entendant. Et en vert, c'est le maximum, le MPO du transducteur osseux de l'audiométrie. Donc, en fait, en réalité, on voit que le transducteur, il va très vite saturer. Et on voit que le maximum de dynamique est de l'ordre de 55 décibels dans les médiums. Et c'est ça qu'il faut avoir conscience, que Stéphane a commencé à aborder tout à l'heure, c'est que dès qu'il y a une composante neurosensorielle, ça va réduire considérablement la dynamique utile, puisqu'on voit que sur les médiums, au départ, on avait 55 dB, s'il y a 30 décibels de perte, on se retrouve plus qu'à 25 dB de dynamique, donc on va être limité. Donc ça, c'est des exemples de sortie max en dB Newton qu'on peut rencontrer chez les fabricants. Donc ça, c'est un exemple de données fabricants qu'on avait pour la BHA5, donc où on voyait qu'il y avait une bonne réserve. Mais dès l'instant qu'il y a une
composante neurosensorielle sur cet exemple ici de 30 décibels, ben on voit que ça va être difficile de corriger une perception, une mixte, surtout sur les 700 premiers hertz où l'information elle va quasiment pas passer. Donc il y a des évolutions technologiques, on voit que ça amène quand même en plus, puisque du fait que ça gagne sur le MPO, sur cet exemple avec la BHA6 Max par rapport à la BHA5, on a pu gagner de la patate et donc on a pu gagner dans la plage d'indications à mettre. Voilà. Mais il faut quand même rester vigilant sur les patients qu'on va appareiller avec ça. Et donc ça a permis de gagner un petit peu au niveau de la dynamique. Mais donc, vu qu'il n'y avait pas forcément le notion de tout ça, en fait, quand il y a eu la conférence sur les implants cochléaires à Las Palmas l'an dernier, il y a eu une table ronde justement qui a été dédiée à justement ces cas qui étaient un peu borderline et l'intérêt de prendre en considération le MPO pour l'adaptation de ces différents systèmes et pour le choix des indications. Quand on regarde, donc on voit par exemple le MPO moyen si on calcule sur les 500, 1000, 2000, 4000, donc on voit que le Bone Bridge, il va avoir un MPO moyen de 64 décibels. Pour l'implant osseux percutané passif, ça va être 70 décibels. Donc ça, on transfère les décibels Newton en décibels HL pour que ce soit interprétable. Et donc là, ce sera l'implant osseux passif percutané avec un processeur Super Power. Donc on voit qu'on peut aller jusqu'à 83, 88 décibels. Donc en gros, ici, ça vous schématise les niveaux de MPO en fonction des différents transducteurs qu'on peut avoir. Et donc en fonction de ça, on considère qu'il faut une fenêtre auditive d'au moins 35 décibels pour pouvoir bien coder la parole. Et donc, à partir de ça, en connaissance des MPO, ça va nous donner une idée de jusqu'où on peut avoir le seuil CO pour pouvoir mettre le dispositif. Donc, dans le cas d'un BHA Attract, il ne faudra pas le mettre sur des pertes supérieures à 20 décibels. Un Bone Bridge, il ne faut pas le mettre sur des pertes supérieures à 30 décibels en composante en CO. Et les systèmes percutanés, ce sera jusqu'à 50 décibels de perte. Et donc ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, si jamais on a une composante neurosensorielle sur l'exemple de 32 décibels, ça veut dire que ce qui est en dessous de 32 décibels, ce sera inaudible. Le niveau S, ce sera le niveau MPO du transducteur qu'on va prendre en considération, du transducteur osseux. Mais en fait, le seuil T en bas, c'est le niveau d'inconfort du patient. Donc en fait, il faut voir que le patient, il entend du seuil CO à son seuil d'inconfort. Donc là-dedans, on va avoir toute sa croissance de Sony. Donc en fait, c'est comme si le patient, quelque part, en mettant un osseux pas adapté, il entendait que des sons très faibles aux sons moyens faibles. Et donc, si le patient il a une grande dynamique, il a une bonne réserve cochléaire, il faudra essayer de l'exploiter, donc soit avec un super power, soit en tout cas un système plus adapté, mais bien prendre en considération ça, quoi. Et donc, quand la composante transmissionnelle, elle sera associée à une composante neurosensorielle, là, il sera préférable d'envisager un autre mode de stimulation que l'implant à conduction osseuse. Donc, soit l'implant d'oreille moyenne, soit voir si ça vaut pas le coup de rester en aérien. Encore une fois, à tester aussi en fonction de l'état de l'oreille du patient. C'est sûr que si le patient il a une oreille super ouverte, mais ça, voilà. Donc après ça, c'est juste quelques éléments, quelques exemples pour avoir notion de qu'est-ce qui se passe quand on compare osseux et aérien en termes d'appareillage. Donc dans le cas où on a une surdité de transmission importante, ici avec un RIN de 55 décibels, si on considère un appareillage aérien avec un gain de 50 décibels, on va considérer que le seuil prothétique il va passer de 60 avec 50 décibels de gain à 10-15 décibels. Et si l'appareil il a un MPO de 112 décibels, 112 décibels en aérien, si on enlève le RIN, c'est comme si le MPO effectif il se retrouvait à 55 décibels, à 57 décibels. Donc en fait, on ne va pas exploiter toute la dynamique, c'est comme si on perdait beaucoup on n'exploitait pas tout ce que l'appareil peut donner. Maintenant, si on est en osseux, là en fait l'osseux va court-circuiter l'oreille externe et moyenne. Si on prend le plus limité des systèmes osseux, on se retrouve avec des seuils CO, des seuils appareillés qui sont au niveau du seuil CO, et le MPO qui est entre 55 et 71 décibels. Donc on voit que la dynamique est pas trop mal. Donc en gros, le gain et le MPO effectif, ils ne sont pas impactés par le RIN avec le système osseux. Si le RIN il est important, on va privilégier un système osseux à un système aérien. Dans l'autre cas de figure où on a une surdité mixte avec un RIN inférieur, en fait, si on prend le même comparatif, donc le seuil appareillé se retrouvera autour de 15-20 décibels.
avec le même MPO de 112 décibels et le même RIN, on va passer à 97 décibels de niveau de sortie max, donc on aura une bonne dynamique. Tandis qu'en appareillage osseux, on va se retrouver en seuil appareillé autour du seuil C ou légèrement mieux, mais pas beaucoup mieux. Et ce ne sera pas intéressant. Donc en gros, si le RIN il est faible, la dynamique du système aérien elle sera peu affectée, et on va privilégier un système aérien à un système osseux. Et juste pour finir, donc en fait, quand on compare les deux, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est plus l'importance du RIN qui va conditionner le choix aérien ou osseux. Dès que le RIN dépasse 25 décibels sur cette étude 25-30 décibels, il vaudra mieux privilégier la BAHA. En dessous de 25 décibels, là, le système aérien sera plus efficace. Et sur cette autre étude, c'est autour de 35-40 décibels, mais en tout cas, c'est vraiment le RIN qui va dire il vaut mieux mettre de l'osseux si le RIN est important, et il vaut mieux mettre de l'aérien si le RIN est faible. Donc en conclusion, c'est important de bien connaître les indications et les plages d'application des différents systèmes. Et donc le choix du mode de stimulation va être conditionné par la largeur du RIN, et il vaut mieux privilégier la stimulation osseuse pour les RIN importants avec une bonne réserve cochléaire. Je vous remercie de votre attention. Désolé pour le temps. Merci beaucoup, c'était vraiment une très très belle présentation, technique précise et en lien avec nos activités. Donc quelque part, plus finalement la perception osseuse est bonne et plus tu vas privilégier ce BHA. Le but étant de ne pas perdre trop d'énergie pour traverser l'oreille moyenne quand on est en C'est ça. conduction aérienne et n'arriver avec un gain qui est très limité. Alors il y a plusieurs questions sur les lunettes CO. Tu as évoqué que c'était plus trop d'actualité. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Non, j'ai pas trop Aucun d'infos là. point. Ouais. D'accord. Moi, une question qui me vient plus précisément, c'est clairement, on sent que l'efficacité va être dépendante du mode d'implantation. Quand on va être sur un adhésif, évidemment, on va avoir beaucoup moins d'énergie qui est transférée. De quelle façon tu présentes aux patients cette approche? Parce que quelque part, ça va mener à une prise en charge chirurgicale, la pose d'une fixture qui peut effrayer un petit peu le patient de prime abord. Donc le côté ADIR ou BHA Attract, si le patient veut pas se faire implanter, l'ADIR, il faut vraiment qu'il ait une bonne oreille. Après, il y a aussi le côté discrétion. Mais disons qu'il y a certains patients, ils vont être réfractaires, mais d'accepter de faire l'essai si jamais ils voient que ça fonctionne. Peut-être que cela encouragera aussi à aller à l'implantation, ou au moins pendant un certain temps. Peut-être que de mettre en première instance le Sundar ou quoi. Donc tu démarres avec des solutions moins intrusives, si je puis dire, en leur indiquant qu'ils pourraient avoir une efficacité Après, supérieure à discuter implantation. avec l'ORL. Enfin, si l'ORL l'envoie pour des tests, après, il y a certains patients qui sont OK, comme disait Stéphane, si le patient il est prêt, il l'accepte, mais ça permet d'avoir une idée de ce qu'on peut espérer déjà avec l'osseux, sachant que l'osseux implanté sera un peu meilleur aussi que le système d'essai, quoi. Tu n'as pas parlé de l'arsène du tout. Est-ce que c'est un obstacle aujourd'hui important ou pas? Alors selon évidemment le mode d'implantation, j'ai bien compris, mais est-ce que ils sont une limite pour toi? Quand il y a le patient il a besoin de patates aussi, ou ouais, ça peut être. C'est-à-dire que les gains que tu montres sont souvent limités par l'apparition d'un l'arsène peut-être, et il n'est pas toujours évident d'atteindre les objectifs que tu as pu montrer sur ces slides qui sont parfois voilà. théoriques. D'accord. Merci beaucoup, c'était ultra intéressant. C'est une niche peut-être, mais je pense que à nous tous de maîtriser ces différents concepts quand même qui permettent d'améliorer la qualité de vie du patient de façon très très significative. Merci beaucoup Fabien. Je vais accueillir maintenant Stéphane Garnier, un sujet sur l'IA, donc évidemment qui nous intrigue tous forcément. L'IA est-elle une menace ou une opportunité pour l'audioprothésiste? Alors je ne sais pas si tu sauras arbitrer, mais montre-nous. C'est un peu compliqué. Alors, déjà, autant vous dire qu'on va descendre d'un peu d'un cran d'un point de vue scientifique par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Je me trouve dans la situation un peu spéciale d'être presque plus intéressé par ce que je viens d'entendre que par la conférence que je vais vous faire. C'est un peu embêtant. Mais alors, n'empêche que c'est une thématique qu'on doit aborder. Moi, je suis pas un spécialiste de l'IA. C'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé de vous parler de ça aujourd'hui, pour que ça aille pas dans des choses trop techniques et qui soient pas forcément très utiles au débat. Moi, en tant que formateur, en tout cas, je vois énormément d'audioprothésistes, particulièrement les jeunes, qui
d'un côté, sont un peu excités par la technologie que nous apporte, en fait, que l'IA nous apporte dans l'audioprothèse, mais d'un autre côté aussi, il y a un certain niveau d'inquiétude par rapport à la réduction potentielle de la valeur ajoutée du professionnel ou du prothésiste. Et c'est un peu autour de ça, en réalité, que je vais orienter mon discours aujourd'hui. Donc, j'ai comme hier, hein, j'ai un seul lien d'intérêt avec moi-même, Next Step Academy. Donc, l'intelligence artificielle. On peut se battre tant qu'on veut, en tant qu'audio, on peut essayer de contourner, on peut essayer d'être contre, on peut essayer plein de choses. Il y a une chose certaine, c'est que ça fait partie maintenant de notre quotidien. Ça fait partie de notre quotidien à titre personnel. Hein. On utilise tous, même à notre insu quelque part, un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle. On pourrait citer plein de choses, mais si vous êtes adepte des réseaux sociaux, c'est une intelligence artificielle qui fait en sorte de vous proposer des contenus les plus pertinents par rapport à votre habitude à vos centres d'intérêt. Pas sûr que ce soit les meilleures intelligences artificielles, en tout cas qu'elles ne soient pas forcément orientées vers l'utilisateur, mais on est entouré d'intelligence artificielle. Et ça crée des craintes, des enthousiasmes, y compris au niveau personnel, encore une fois. On peut parler de exactement le sujet que je viens d'aborder. Le fait qu'on décide à notre place quelque part ce qui est censé être intéressant pour nous, sur les réseaux sociaux, dans l'information au sens large du terme, ça peut être une crainte, hein. Ça peut aussi être un enthousiasme, parce que c'est un gain de temps, parce que l'accès à l'information est plus pertinent, j'ai pas besoin de faire le tri moi-même dans toute une masse d'informations pour aller voir ce qui peut m'intéresser moi-même. Je vous laisse juger un petit peu, hein, on va approfondir évidemment, mais je vous laisse juger un petit peu de la balance que vous mettez personnellement entre crainte et enthousiasme, hein, sur ces choses-là. C'est certainement générationnel. Les plus jeunes audioprothésistes comme moi ont forcément une idée un petit peu différente de nos anciens. Je blague évidemment. L'IA va-t-elle menacer ou renforcer notre rôle? Donc là, on va parler de l'aspect professionnel. Est-ce qu'on peut s'apitoyer sur notre sort et dire « Ah, l'IA va nous remplacer, c'est une fatalité absolue », ou est-ce qu'on peut quelque part un petit peu en sortir quelque chose de positif? Et sans spoiler ma conclusion, est-ce que finalement, ça ne peut pas être une manière de nous forcer quelque part à revenir sur les fondamentaux de notre profession, hein, c'est-à-dire la clinique, hein? C'est ces questions-là qu'on va se poser ensemble en réalité, hein. C'est moi qui ai le micro, hein, mais on va se les poser un petit peu ensemble, ces questions-là. Je ne vais pas forcément vous amener des scoops intégrales sur l'IA en audioprothèse, hein. J'ai mis très peu de technique en réalité dans ma conférence, hein. Donc l'IA aujourd'hui, c'est quoi en audioprothèse? Si on veut vraiment aller très vite, hein, pardonnez-moi, hein, on sait bien, hein, chacun d'entre vous sait ce dont je vais parler, mais les appareils vont progressivement de mieux en mieux classifier les ambiances sonores. Hein, il y a déjà énormément de progrès, hein, qui ont été faits sur ces sujets-là, mais les dernières générations d'appareils nous montrent bien, hein, que les systèmes adaptatifs, qui parfois pouvaient être critiqués par les patients, hein, un peu de pompage, un peu de... Voilà, j'ai l'impression que quand je rentre dans une pièce, quand je passe d'une pièce à une autre, mon système, il met du temps à s'adapter, donc pendant un moment, j'ai l'impression d'être un petit peu dans le flou. Peut-être que je suis trop jeune audioprothésiste pour pouvoir juger des toutes dernières générations d'appareils, hein, mais j'ai l'impression que c'est toujours une réalité. Mais ça fait d'immenses progrès et attendons-nous à ce que ça en fasse encore plus et qu'on atteigne un certain niveau de perfection dans la détection des ambiances, hein. Donc la capacité des appareils, sans aucune intervention de l'audioprothésiste, à amener une aide au quotidien est très significative aux patients. Réduction de bruit adaptative, je mets ça un petit peu dans le même panier, hein, mais voilà. On parle de réduction de bruit.
on parle depuis très longtemps sans qu'on voit forcément des vraies choses se passer dans les appareils, soyons honnêtes. On parle aussi de réduction de bruit, mais on pourrait aussi parler d'accentuation de la parole. Hein, puisque améliorer un rapport signal sur bruit, ça peut passer par la réduction de bruit, ça peut aussi passer par l'accentuation de la parole. Hein. On a des systèmes aujourd'hui qui ne sont pas encore suffisamment miniaturisés. Hein. Il y a des systèmes où l'IA, pour extraire une information vocale, va s'aider de la lecture labiale, par exemple. On pourrait imaginer à terme des aides auditives avec une caméra. C'est pas de la science-fiction, autant vous dire. Hein. Je vais pas vous faire un dessin sur les lunettes connectées. Hein. Il y a une certaine convergence technologique hein, entre certains nouveaux types d'aides auditives intégrées aux lunettes et éventuellement des lunettes connectées. Hein. Je vous rappelle que c'est un peu les mêmes acteurs dans tous ces domaines-là. Hein. Donc on peut imaginer que dans quelques temps, l'IA puisse non seulement réduire le bruit, mais aussi accentuer la parole grâce à des systèmes de lecture simultanée labiale. Auto-apprentissage des préférences du patient, ça c'est tellement pas de la science-fiction, c'est que ça date quand même de pas mal d'années déjà. Hein. Hein, ça a été pas mal décrié par les audios qui ont eu un premier niveau de crainte il y a quand même pas mal d'années, 10-15 ans je pense. Hein, ou l'auto-apprentissage, quand le patient augmente le volume de son appareil dans telle et telle situation et systématiquement le descend dans tel et tel autre type de situation, l'appareil modifiait progressivement ses compressions, sa manière de fonctionner et le fonctionnement adaptatif. Il faut s'attendre à que ce genre de système se généralise et s'accentue encore. Hein, le suivi contextuel via les applications, donc ça revient un petit peu à la même chose, c'est-à-dire qu'on va mettre en parallèle les deux, un auto-apprentissage des souhaits du patient via l'application en réalité. Hein. Ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Au bout d'un moment, l'appareil sait ce qui plaît pas et s'il faut aller dans un sens ou dans l'autre en termes de coloration du son. Hein. Alors, l'adaptation augmentée. Donc là, on arrive dans vraiment on quitte le côté technologique, on va plutôt parler de la partie prothétique, hein, prise en charge du patient. Qu'est-ce que l'IA apporte dans cette prise en charge du patient? Et c'est là qu'on peut éventuellement commencer un petit peu à s'inquiéter. Hein, si on ne réagit pas, si on ne s'approprie pas l'IA comme étant un outil pour nous aider à travailler, et qu'on s'approprie l'IA comme étant un outil pour qu'on n'ait plus besoin de travailler, hein, si on opte pour la deuxième raison, pour la deuxième solution, là, notre profession est en danger. Hein, évidemment. Moi, on entend parler de voitures autonomes, on entend parler de choses comme ça, sans pilote. Hein. Je ne pense pas que dans les conférences au Congrès national des chauffeurs de taxi, je ne suis pas certain que les chauffeurs de taxi soient ravis de l'arrivée des véhicules autonomes, hein, parce que ça va franchement les remplacer. Donc inquiétons-nous de trop nous satisfaire de l'IA dans l'audioprothèse. Hein. Je caricature un peu les choses, mais soyons honnêtes par rapport à ça. Audiologie automatisée, hein. On a eu hier un workshop hier matin sur l'audiométrie. On est tous à peu près d'accord sur le fait que potentiellement l'IA pourrait faire, d'un point de vue strictement audiologique, hein, pourrait permettre d'obtenir des résultats plus précis en audiométrie, hein, moins humain, c'est sûr, plus précis. Notre rôle, c'est de défendre du côté humain. Est-ce que le patient n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un en face de lui en train de lui faire un audiogramme, de lui faire un examen médical, hein, pour ensuite en tenir compte? Est-ce que, et c'est une des lignes suivantes, est-ce qu'on ne va pas, ou peut-être la diapo suivante, est-ce qu'on ne va pas déshumaniser un petit peu trop les choses si on cherche à trop automatiser, hein? Analyse en temps réel des milliers d'environnements, ça c'est un peu pareil, la même chose que ce que j'ai dit sur la diapo précédente. Les ajustements automatiques, alors c'est pareil. Ça existe depuis très longtemps. C'était plus du système expert à une époque que de l'intelligence artificielle. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la nuance entre les deux. Je ne vais pas la détailler. Mais on a tous en mémoire, et ça existe encore dans les logiciels fabricants,
je vais dans une espèce d'aide là, mon patient trouve que ça résonne, j'appuie sur un bouton, paf, ça fait automatiquement une modification au réglage. Mon patient trouve que les oiseaux changent trop fort, hop, ça baisse les aigus, comme si on n'était pas capable de raisonner nous-mêmes sur ces choses-là. Mon patient trouve que les sons sont étouffés, ah bah tiens, je vais enlever de la compression, bah oui, bah, vous êtes audioprothésiste, vous devriez savoir qu'il faut faire ça, c'est pas la peine que... Bon, c'est mon avis. Je suis peut-être trop jeune audioprothésiste pour avoir une vision plus rationnelle, plus moderne hein, par rapport à ça. Et évidemment, le pire, hein, c'est la pire utilisation de l'adaptation augmentée, ça serait le gain de temps. Hein. Alors, croyez-moi, c'est mon avis de jeune audioprothésiste, croyez-moi, si on part dans cet état d'esprit de dire « chouette, l'intelligence artificielle va me faire gagner du temps », je vous assure que d'ici quelques temps, vous allez en avoir du temps. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. D'accord ? C'est comme les chauffeurs de taxi qui sont contents que les voitures autonomes arrivent. C'est sûr et certain que ça va leur libérer du temps sur leur agenda. Hein. D'accord ? C'est un peu pareil pour nous. Hein. Approprions-nous cette technologie, ça serait absurde et ça serait certainement contraire aux intérêts des patients que nous, audioprothésistes, on ne s'empare pas de ces nouvelles possibilités technologiques. Hein. Mais c'est un droit que nous avons d'introduire cette technologie dans notre pratique plutôt que de se laisser remplacer par cette technologie. Hein. Le suivi, on va redire un peu les mêmes choses, hein, je vais être honnête, hein. Audiologie automatisée pour le suivi, pourquoi pas hein, du prothésiste, il peut être à la plage pendant ce temps-là. Hein. Le patient, il arrive, il s'installe dans la cabine, il a un ordinateur qui lui dit sur quel bouton appuyer quand il n'entend pas. La connexion aux appareils se fait automatiquement. Hop, enlevez vos appareils, j'enlève, remettez vos appareils, ça y est, le gain prothétique, il est fait. Hein. On n'a pas du tout envie que ça se produise dans nos labos. Hein. Et le suivi en termes de big data. Hein, c'est-à-dire que, mais ça existe déjà, hein. Il y a des spécialistes hein, qui sauront me parler que moi, c'est pour ça qu'on m'a demandé, je pense, de parler de ça, c'est parce que je ne suis pas spécialiste justement, peut-être une vision un petit peu plus générale des choses. Le big data, c'est ce qui va permettre d'optimiser les réglages, d'optimiser le suivi, d'optimiser l'expérience patient, on va l'appeler comme ça, en fonction non seulement de l'expérience du patient lui-même, mais en fonction de l'expérience de tous les autres utilisateurs de l'appareil, de ce type d'appareil. C'est ce qui, hier j'ai fait une conférence sur le NAL-NL3, c'est un peu ce qu'ils ont fait pour créer le NAL-NL3, sur la base du NAL-NL2, ils ont fait du big data. Ils ont recueilli des millions, selon eux, des millions de retours de patients et d'audiologistes sur le ressenti des patients en fonction des appareils réglés de telle et telle manière par rapport au NAL-NL2, et ils ont introduit ça dans les nuances qu'ils ont apportées dans la création du NAL-NL3. Hein. Donc c'est intéressant. Hein. Donc le télésoin, évidemment, hein, parce que tant qu'à faire, autant que le patient n'ait même pas besoin de venir au labo, c'est encore mieux. On a encore plus de temps, c'est super. Suivi proactif plutôt que réactif. Alors là, par contre, et là, on est vraiment dans un apport qu'on pourrait avoir par rapport au patient. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, et ce n'est pas du tout de la science-fiction, hein, des choses qui nous alerteraient à distance sur un défaut d'utilisation des appareils par nos patients. Attention, monsieur Dupont, depuis 15 jours, il s'est mis à utiliser ses appareils 3 heures par jour, alors qu'avant, il était à 12 heures par jour. Je caricature un peu. Hein. On n'est pas dans l'IA, là, hein, autant vous dire. Hein. C'est de l'IA de très, très bas étage. Hein. On n'est même pas dans le système expert. Hein. Mais on pourrait imaginer malgré tout ce genre de choses, parce que la conséquence de ce désengagement, il faut que je me dépêche un peu, la conséquence de ce désengagement éventuel de l'audioprothésiste au profit de la technologie, le patient, croyez-moi, le patient s'en aperçoit de ce désengagement. Hein. Et ce qui pourrait se passer, hein, c'est qu'il y a une illusion de l'appareil qui se règle tout seul. Hein. Il y a d'autres raisons hein, pour que le patient puisse penser que l'appareil se règle tout seul, même chez un audioprothésiste qui travaille parfaitement bien. S'il ne montre pas suffisamment le travail qu'il fait, il peut être confronté à ce problème-là également.
Donc l'illusion chez le patient que l'appareil se règle tout seul, et donc diminution progressive du rôle humain. Hein. Le patient, il peut un petit peu s'habituer à ce que le rôle humain diminue progressivement. Hein. Et le risque, c'est que ça soit du direct to customer, hein, c'est-à-dire que l'humain ne soit là que pour vendre l'appareil. Hein. Qu'est-ce qui va faire mieux demain, l'IA? Je vais aller vite, pardon, j'ai été plus long que ce que j'aurais cru. Meilleure reconnaissance vocale dans le bruit, analyse des intentions de communication du patient. Hein. Si mon regard est tourné vers la droite, l'appareil va capter un peu vers la droite. Si mon regard est tourné vers la gauche, il va capter vers la gauche. Ça peut passer par des caméras, ça peut passer par des systèmes qui visualisent la direction du regard. Dépistage de signaux faibles. Hein. On parle un petit peu, tout à l'heure, on parlait un peu dans le suivi qu'on pourrait avoir, être plus dans l'anticipation que dans la réaction. Peut-être qu'il pourrait y avoir des indicateurs dans les appareils auditifs et de la manière dont les patients se servent de leurs appareils auditifs, l'évolution des environnements sonores dans lesquels ils évoluent quotidiennement. On pourrait peut-être dépister certains types de déclins cognitifs grâce à ça et faire remonter ça aux médecins. Hein. Optimisation, ça on en a parlé déjà. Hein. Et ça va être ma conclusion du coup. Hein. Ce que l'IA ne remplacera pas, hein, et en tout cas c'est ce que j'appelle de mes souhaits les plus profonds, hein, ce que l'IA ne remplacera pas, et la seule raison pour laquelle l'IA pourrait le remplacer, c'est s'il n'y avait pas quelque part une forme de réaction de la part de la profession. Je ne suis pas sûr de m'adresser aux bonnes personnes, puisque si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas forcément concerné au premier plan. Hein. Paradoxalement, ce ne sont pas les moins bons audioprothésistes qui se forment et qui vont aux EPU. Hein. Alliance thérapeutique, hein, donc c'est le côté humain finalement. Hein. C'est ce patient, il a besoin qu'on soit avec lui, hein, qu'on l'accompagne dans sa thérapie. La compréhension du vécu du patient, jusqu'à preuve du contraire. Personne n'est plus à même de comprendre les réactions humaines qu'un humain, hein, jusqu'à preuve du contraire. Décision clinique globale. On pourrait dire que l'IA sera capable, mais c'est vrai que l'humain garde un esprit de synthèse et d'innovation, on va dire, qui est certainement plus important que l'IA pour l'instant. Hein. Et enfin, l'accompagnement, on revient un peu à l'alliance thérapeutique quelque part, l'accompagnement du patient sur le long terme. Hein. Donc, le futur rôle de l'audioprothésiste, ça sera certainement de redevenir plus clinicien. Et quand je dis de redevenir, et là c'est le jeune audioprothésiste qui vous parle encore une fois, hein, quand je dis de redevenir, c'est qu'à une certaine époque, les appareils étaient beaucoup moins technologiques qu'ils ne sont aujourd'hui, et que la profession d'audioprothésiste était une profession qui était beaucoup plus clinique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et là, on est en train Et les audioprothésistes se sont habitués à devenir du coup des techniciens, des gens qui utilisaient les technologies qui s'amélioraient. Là, elle s'améliore tellement la technologie qu'il va certainement falloir redevenir plus clinicien, hein, et devenir quelque part des médiateurs, et c'est vraiment ma conclusion, promis. Ça va, je ne suis pas trop en retard. Hein, et qu'on devienne des médiateurs entre la technologie et le patient. Le patient, la technologie n'est pas l'ennemi du patient, loin de là. La technologie n'est pas non plus l'ennemi de l'audioprothésiste. Hein. Et je pense qu'on peut utiliser, par la clinique, utiliser cette technologie pour le bien du patient. Hein. Je vous remercie beaucoup de votre attention. C'était presque philosophique comme intervention. Je te remercie beaucoup parce que ça nous interroge. Depuis que le monde est monde, je pense que l'homme s'interroge sur l'impact des nouvelles technologies, parfois avec inquiétude, parfois avec enthousiasme, comme tu l'as clairement exprimé. J'ai pas eu beaucoup de questions finalement pendant cette période. Je t'ai pas entendu parler du petit robot qui avait des doigts équipés de sondes in vivo que nous aurons bientôt, qui permettra vraiment de nous remplacer définitivement. Mais j'ai une question quand même très positive du public. C'est tellement compliqué de mettre une sonde dans l'oreille. Le petit robot saura le faire très bien. Mettre une sonde dans l'oreille, heureusement qu'un robot va nous aider pour ça. Vraiment. Mais bon, on reste convaincu que l'audioprothésiste aura toujours sa place, effectivement, car on ne remplace pas l'humain comme ça.
Il y a une question qui est assez intéressante que je voulais retrouver qui évoquait le fait que grâce à l'IA, on risque quand même en tant qu'audioprothésiste de gagner beaucoup de temps. Peut-être pas forcément pour vider son emploi du temps, mais pour être plus à proximité du patient, s'en occuper davantage, faire de plus d'approches cliniques. C'est-à-dire que le temps qu'on gagne grâce à l'IA, on pourra peut-être le consacrer à la clinique. L'erreur, certainement, c'est de se dire, je gagne une demi-heure, je vais faire mes premiers rendez-vous en une demi-heure. C'est certainement pas ça la bonne réaction. La bonne réaction, c'est, je gagne une demi-heure, chouette, je vais pouvoir me reconsacrer à des choses que j'avais dû délaisser parce que je m'étais mis à travailler autrement. Réécouter son patient, faire une bonne synthèse de ses besoins, d'être plus clinicien et moins technicien. Moi qui fais beaucoup de formations cabine, où je vais en cabine avec les audioprothésistes, j'en fais là cette année, j'en ai pas fait beaucoup d'EPC, fin de triennale oblige, mais je fais beaucoup de... Je vois cette évolution chez les plus jeunes audioprothésistes. C'est pas péjoratif du tout ce que je dis. C'est cette clinique qui malheureusement se dégrade un petit peu. Et ce retranchement derrière la technologie. Voilà, j'aime beaucoup cette réponse. Quelque part, il faut y voir, je crois y comprendre une opportunité. On dit tous qu'on est débordé dans nos centres, on a beaucoup trop de choses à faire parce qu'effectivement, la prise en charge d'un patient n'est pas si évidente. Pour une fois qu'on a une option de pouvoir peut-être optimiser notre temps, limiter les tâches administratives, les accélérer, pour pouvoir mieux prendre en charge ce patient. Et finalement, ce qu'il faudra retenir, et je pense une super opportunité pour redonner un sens clinique à notre profession, moins technique, moins chimpanzé, plus orienté humain et patient. Merci à tous pour cette session.